pas de gilet rouge. On peut commencer maintenant, comme ça je garde 2 minutes de questions. On peut commencer? Ouais. Allons-y. Donc bonjour, je suis Mathilde Lemay. J'ai monté une boîte de développement de jeux mobiles. Et je suis dev Java même. J'ai passé 2 ans chez Terracotta. Terracotta, c'est une boîte qui fait du cache distribué. Donc il y avait juste avant moi une présentation de Louis Jacomet sur le sujet du cache. C'est là où en fait j'ai dû me poser d'autres questions sur comment on teste. D'accord ? Parce que tester un logiciel, test unitaire, ça marchait, TDD c'était OK, test acceptance c'était OK, fonctionnel, BDD marchait. Tout ça, c'est des concepts que je connaissais. Mais comment est-ce qu'on teste un système qui est multidistribué, où potentiellement je dois garantir que si j'ai des coupures réseau, si j'ai des machines qui crashent, si j'ai des data centers qui brûlent, comment est-ce que je peux garantir que pour mon client, ma solution va toujours marcher? Donc on a fait pas mal de types d'essais dans tests, on a fait du random testing, du mutation testing, machin et tout. Et un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était les tests exploratoires. Donc déjà, je parle de tests exploratoires, c'est pas ce qu'on a habituellement en test, dans la tête en tant que test, d'accord? Donc je m'adresse aux développeurs, aux testeurs, mais en fait à tout le monde. On teste tous en fait. Offrez à votre petite sœur un téléphone mobile, premier truc elle va le faire, elle va le tripatouiller dans tous les sens, elle va essayer les boutons, on peut voir comment ça se passe, lui, machin et tout. Ça c'est un vrai test, d'accord? Donc on ne parlera pas du tout de qualité de code, pas de couverture de test. Ce qui intéresse c'est vraiment le produit fini, d'accord? Tout le reste c'est important, mais pas pour les tests exploratoires. Le premier truc, quand on veut tester, par exemple si je veux tester mon téléphone, je vais vérifier qu'il est conforme à ce qu'on m'a spécifié. D'accord? Donc j'avais une spec, quelqu'un l'a implémenté, et je vérifie la sortie. Ça c'est conforme. C'est typiquement ce qu'on a en tête, nous développeurs, on a une entrée, une sortie, on teste, c'est bon, ça marche, 2 plus 3 ça fait 5, on est content. Le problème c'est que ça, ce serait très bien si on n'était pas dans des systèmes extrêmement complexes. Et en fait, on est, je pense, tous conscients ici que dès qu'on rajoute une fonctionnalité, dès qu'on rajoute même une ligne de code ou même qu'on en enlève une, potentiellement, on prend un risque parce que ça peut engendrer des effets de bord, ça peut engendrer des choses non prévues. Et les tests exploratoires, c'est pas vraiment sur la partie conformité, parce que la partie conformité où on peut la scripter, c'est vraiment sur cette partie de risque. Donc les tests exploratoires, c'est vraiment, on arrête de se dire qu'on maîtrise tout et qu'on connaît tous les entrants et tous les sortants. On se rend compte juste qu'on assume qu'on est dans un système trop complexe pour tout maîtriser. Donc il y a forcément des trucs qu'on ne pourra pas tester, qu'on ne peut pas tester de manière automatisée. Comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller, en fait? Comment est-ce qu'on fait quand on veut tester un cluster géant avec des tonnes de fonctionnalités? Comment on garantit que toutes nos fonctionnalités marchent les unes avec les autres et que même si on en met 2 ensemble, et 3 ensemble, et 4 ensemble, ça tient encore la route? Les tests exploratoires, c'est vraiment pour ça. Et donc en fait, ce que eux, donc les gens qui ont fait les théories sur le test exploratoire, considèrent comme testé, c'est ce qui a été checké, ce que nous on considère développeurs comme testé, c'est-à-dire tous les tests unitaires, integ, acceptance, Selenium et autres, et c'est quelque chose qui a été exploré. Donc si on prend la définition exacte, c'est Wikipédia, je mets toujours des définitions Wikipédia, c'est toujours un peu verbeux. Mais si on regarde ça, on voit quoi? On voit des notions de personal freedom, ça va jusque-là, de responsabilité, et on voit surtout quatre sur la fin, les notions d'apprentissage, de design, d'exécution et de direction, en fait, d'interprétation. On va apprendre juste brièvement ces concepts, après on va passer sur des trucs un peu plus pratiques. Donc le premier, c'est le design. D'accord? Un test exploratoire, le but, vous imaginez vraiment avec votre machette dans la jungle, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? D'accord? On est vraiment là. Première partie, on fait quand même un peu de design. D'accord? Vous n'allez pas dire je vais explorer toute la zone pendant 2 heures. Non, non. Vous faites déjà un peu de design. Donc il y a plein de techniques. Ça va être la dérivation de tests à partir de modèles comme des diagrammes d'état, diagrammes de séquence. C'est un peu technique, c'est pas hyper intéressant. Enfin, si c'est très intéressant, mais pas en 1 heure. Ici, c'est vraiment à partir du produit. D'accord? La deuxième phase, c'est la phase d'exécution. Quand on part en test exploratoire, on ne sait pas ce qu'on va faire. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, à peu près. Au moment où on commence à s'asseoir devant son PC, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire exactement dans 10 minutes, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 20 minutes ou dans 50 minutes. Alors que si je prends un plan de test scripté, je sais que je vais les dérouler un par un pendant X heures. Là, c'est pas du tout pareil, c'est vraiment,
on sait à peu près ce qu'on va faire au début, on sait à peu près où on veut aller, mais comment on va y arriver, au moment où on s'assoit sur sa chaise, on ne sait pas forcément vraiment. La troisième notion importante dans les tests exploratoires, c'est la notion d'apprentissage. Les premières fois, comme tout le monde, comme tous les explorateurs, on se paume, okay, donc on perd du temps. On teste des trucs qui ne sont pas importants. Sachant que les tests exploratoires, c'est très bien. Si vous venez d'arriver sur un nouveau projet, c'est un super moyen pour prendre en main ce projet, en fait. Pourquoi? Parce que vous partez sans a priori, vous partez avec le produit fini, et vous essayez de challenger. Vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, et si je débranche, et si je fais un split brain, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de principe, le mieux, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous l'explique, le mieux c'est de le sentir. Et le meilleur moyen de le sentir, c'est de l'expérimenter. Il y a une grosse phase d'apprentissage, ce qui fait que quand on commence à faire des tests exploratoires, au tout début, on met un peu de temps, et puis petit à petit, on sait en fait. Mais je pense que tout le monde, là, dans ces projets au travail, je pense que tout le monde connaît à peu près les fragilités de nos logiciels. Moi, je sais par exemple que dans le cache sur lequel j'ai bossé, il y a des zones qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a des trucs, ça marche super bien, c'est vieux, c'est en place depuis longtemps. Il y a des trucs qui sont qui plantent, on va dire, plus souvent, sur lesquels on a plus d'anomalies, plus de Jira. Donc c'est ça, la notion d'apprentissage est très importante. Et la dernière notion, c'est la notion de direction, en fait. À chaque fois qu'on expérimente, on progresse, on apprend et on se dirige de mieux en mieux, et donc on est de plus en plus efficace. On a vu que ce n'était pas planifié. D'accord, la test exploratoire. Le problème, c'est de se perdre. Okay, c'est assez simple. Et même si on le fait en direct, on ne part pas n'importe comment. Typiquement, si quelqu'un m'offre un téléphone et que je veux le tester, je ne vais pas appuyer tout de suite sur tous les boutons et essayer de faire tous les trucs. D'accord? Je vais essayer de m'organiser. Je vais finir par appuyer sur tous les boutons, c'est sûr, mais je vais quand même m'organiser un minimum. Ce qu'on fait, c'est qu'on timebox. Parce que si j'ai quelque chose de difficile à tester, ça peut me prendre des heures, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais timeboxer. Je vais dire, voilà, une session d'exploration, c'est, allez, on va dire 2-3 heures, parce que moi, je me connais, je sais qu'au bout de 2-3 heures sur un test, je vais me fatiguer, ça va m'ennuyer, je vais avoir envie de passer à autre chose. Donc, c'est soit 1 heure, soit 2 heures, soit 3 heures. Franchement, passer la journée à essayer de faire planter un truc, c'est psychologiquement un peu difficile. Donc, en général, on fait des briques de 1-2 heures. Allô? Donc, voilà, donc on timebox, d'accord? Et surtout, on prend des notes. Parce qu'il y a des outils qui sont pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez genre gremlins.js où il y a des choses qui sont fournies aussi quand on fait du développement Android. C'est des trucs qui vont cliquer partout. D'accord? Donc ça va simuler un utilisateur fou sur votre page. C'est bien. Le problème, c'est que je pense qu'on est tous conscients que des fois, on a un Jira qui arrive et on a un bug avec en général assez peu de logs, assez peu d'infos et on n'arrive pas à le reproduire. D'accord? Donc trouver des bugs avec un test exploratoire sans être capable de le reproduire, c'est juste une perte de temps. D'accord? C'est même pire que ça, parce que résultat, vous perdez confiance dans le logiciel, vous savez qu'il y a un bug, et vous savez que vous avez été incapable de le retrouver. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment pas de faire n'importe quoi, c'est donc de prendre des notes, c'est pénible, mais il faut le faire, parce que si on a un problème et qu'on a fait un test pendant 1 heure, on peut vite se perdre. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui est la notion de, bien sûr, partager. On est une équipe, donc si vous ne prenez pas de notes, votre voisin, il y a des chances qu'il teste exactement la même chose. Comme c'est quand même des sessions de 2-3 heures, ça se voit quand même sur le planning, donc on va éviter de faire perdre du temps à l'ensemble de l'équipe. Donc en général, on essaye quand même de se synchroniser pour éviter que 2 personnes testent exactement, même si cela ne sera jamais exactement pareil, ça sera un peu similaire. Donc quand on cherche, on explore, on commence par se poser toujours des questions. D'accord. Tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai A et si j'ai B en même temps? Et si je rajoute C? Est-ce que tout marche bien? Ou il y a un truc qui ne marche pas? Comment ça se passe? Donc on se pose des questions. Des fois, on va se dire, ouais, en fait, là, l'exploration, c'est pas intéressant, je vais faire un test crypté. Typiquement, l'exploration, ça ne va pas du tout être de tester que votre formulaire input, votre champ de formulaire, il puisse accepter un caractère avec une apostrophe. D'accord? Ça, vous faites un test crypté, vous faites un test unitaire, c'est très bien, ça marche bien, vous le lancez avec build, c'est parfait. Mais quand c'est des très gros tests, très compliqués, avec beaucoup de fonctionnalités à faire rentrer en même temps, ça devient super compliqué, en fait, de les scripter. D'où l'idée d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui cherche quelque chose de spécifique et qui va avoir la liberté pour le faire, la liberté et le temps. Ce qu'on fait en fait, c'est, pour pas faire n'importe quoi, c'est assez clair. En fait, je pense que tout le monde connaît le given one then quand on écrit un test. J'espère que oui. D'accord. C'est super pour écrire un test parce que ça vous force à écrire un test hyper précis. D'accord. Quand on utilise given one then, vous êtes sûr que votre test, il ne teste en général qu'une seule chose. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut faire parce que justement, on veut trouver une carte
sur laquelle vous puissiez bosser pendant 2 heures. D'accord? Donc trop précis, ce ne serait pas bon. Donc on va utiliser ce pattern-là qui est le Explore with To, Discover. Donc 3 parties. La première, Explore d'un target. Qu'est-ce qu'on explore? Qu'est-ce qu'on va explorer? Je veux explorer une fonctionnalité, je peux explorer un module, un prérequis, un web service, quelque chose. La deuxième partie, c'est que je définis avec quoi. Je ne peux pas dire je vais explorer toute la sécurité de mon site en 2 heures. C'est juste pas réaliste, ça ne sert à rien, personne ne peut mener la tâche à bien, ça ne sert à rien. Donc on va préciser, on va dire qu'est-ce qu'on va utiliser. Ça peut être des outils, des jeux de données, ça peut être des techniques spéciales, ça peut être des configs, ça peut être assez vague, ça peut même être une autre fonctionnalité. Je vais explorer A avec B par exemple, ou je vais explorer A avec B et C. Et ce qui est très important, c'est de dire ce qu'on cherche. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à spécifier ce qu'on cherche vraiment, on part dans tous les sens, on remonte rien, on remonte pas de bugs, ça sert à rien. Donc c'est vraiment important de dire qu'est-ce qu'on veut découvrir. Est-ce que je veux découvrir un problème de sécurité? Est-ce que je veux découvrir un problème de scalabilité, de perf, d'usabilité, quelque chose qui serait au point de vue UX complètement délirant? Est-ce que je veux chercher, est-ce que mon site ou mon appli ne viole pas des standards? Ce genre de choses. Donc pour être un peu plus concret, ça c'est un exemple, un bon exemple. Je vais explorer, donc ma fonction c'est quoi? Ma fonctionnalité c'est quoi? C'est l'édition de profil. Je veux faire avec quoi? Injection, des attaques d'injection. Et je veux découvrir quoi? Bon, c'est évidemment des problèmes au niveau de ma sécurité. Ça, c'est quelque chose, si je vous le donne, je pense que potentiellement, vous pouvez passer au moins 1 heure dessus, histoire de faire un bon cas de test. 2, 3, ça dépend de votre outil. Mais voilà, vous avez de quoi travailler, vous avez de quoi essayer des trucs. C'est pas hyper spécifique. Ça, par exemple, ça marche pas. Parce que si je mets 3 heures quelqu'un avec ça, c'est 2h55 de pause café, même 2h58. C'est beaucoup trop précis en fait. C'est vraiment, les tests exploratoires, c'est vraiment, on se dit ouais je vais aller par là, entre la rivière là et la rivière là-bas, je vais aller à peu près là, je sais à peu près ce que je veux trouver, de l'étain, de l'or ou autre, et j'y vais. Si vous dites exactement rends-toi à cette position GPS, bon, le mec il se rend à la position GPS et il s'ennuie quoi. Donc, le but du jeu c'est pas de s'ennuyer. Donc voilà, donc il faut que ce soit pas trop, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que ce soit pas trop pas trop gros, genre toute la sécurité d'un site. On oublie. Il faut vraiment l'idée, une tâche qui peut être faite en 2-3 heures, pas plus. Autrement, c'est trop gros. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à créer ces cartes, ces templates? Comment est-ce qu'on peut faire résultat? Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais pensez à votre logiciel, il y en a 20 000 ou 30 000 peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour les classifier? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire? La première truc qu'on fait en général, c'est qu'on demande à ses collègues. C'est toujours un peu difficile d'explorer quelque chose qu'on a nous-mêmes codé. Parce qu'on part avec trop d'a priori, c'est en général vrai sur tous les tests, on part avec trop d'a priori parce que nous on sait, parce que nous on a codé, parce que nous on est super fort. Donc en général, c'est mieux de laisser faire le test à quelqu'un d'autre qui lui va trouver qu'on n'est pas si super fort que ça et qui va bien nous remonter des bugs. Donc la première idée, c'est vraiment de demander à ses collègues. À partir du moment où vous posez des questions à un développeur et qu'il vous dit je sais pas, vous avez gagné. Vous avez un endroit où, par exemple, je sais pas, on vous demande si, oui, est-ce qu'on peut, par exemple, éditer un profil qui est désactivé? Si le mec vous dit je sais pas, on va potentiellement aller quand même jeter un coup d'œil, voir ce que ça fait. Ça se trouve c'est possible, ça se trouve c'est pas possible, ça se trouve ça fait n'importe quoi. Le deuxième truc qui est un peu rigolo, c'est le jeu des cauchemars. En fait, on travaille tous, même sur le même logiciel, on travaille tous sur des briques séparées. Par exemple, je ne sais pas si vous imaginez, vous faites un site d'e-commerce, il y en a qui vont s'occuper plutôt de la partie, tout ce qui est le traitement entre la prise de la commande et l'envoi de la commande aux entrepôts. Il y en a qui vont s'occuper, par exemple, du stockage des cartes bancaires. Si vous demandez en fait à chacun des développeurs, au matin, imagine-toi, il y a ton projet en grand dans les journaux avec un titre horrible, écris-moi ce titre horrible. Donc il y en a qui l'ont fait, hein, pour ceux qui ont bossé au ministère de la Défense, je crois. Et juste dis-moi quel est ton pire cauchemar. Ça va être genre, on a perdu toutes les commandes. Ça va être toutes les commandes en double. Ça va être, si quelqu'un bossait sur la brique promotion, ça va être genre les promotions, une promotion, un code magique qui remet tous les trucs à zéro et tout le monde qui se fait plaisir et qui commande beaucoup de trucs. Donc c'est ça, on prend tout ça, on fait un mix à peu près avec l'équipe, on a une vision à peu près globale. Comme d'habitude, on va brainstormer tout ce qui est les pratiques agiles. Hein. On brainstorm, pour essayer de trouver les trucs qui sont quand même pas trop délirants, parce que ça sert à rien de chercher des trucs qui sont pas intéressants. Donc on brainstorm, on trouve les trucs les plus intéressants et on convertit ça en feuille de route avec le pattern qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite on les planifie. Non, on les planifie pas. Surtout on planifie pas. Le test exploratoire, c'est un truc freestyle. D'accord ? C'est organisé, planifié, c'est organisé, structuré, c'est pas planifié.
D'accord? C'est pas planifié. Vous pouvez vous dire, ouais, peut-être la semaine prochaine, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est bon. Si vous faites ce genre de truc, si vous commencez à les faire rentrer techniquement dans les sprints et autres, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand on explore, ça ouvre la porte à plein de choses. Et quand on se met à explorer, des fois, on se dit, ouais, mais... Et si, en plus, il y avait ça qui se passait, et on se dit, non, j'ai pas le temps là, ou j'arrive à la fin de ma session, ben on le note. Et on le fait au coup d'après. Si vous avez tout planifié, vous tuez la créativité. Sauf que les tests exploratoires, le but du jeu, c'est justement d'être créatif, c'est justement d'être inventif, d'essayer de faire des trucs qui n'ont jamais été faits avant pour découvrir des bugs qui n'ont jamais été découverts avant. Si vous refaites exactement comme... Si vous rejouez vos tests scriptés, ça n'a aucun intérêt. Scriptez-les et faites-les faire par une machine, ça n'a pas d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait faire des feuilles de route. On a vu qu'il fallait choisir quand même des zones un peu spécifiques à explorer. On a vu qu'on pouvait, donc pour s'aider, on pouvait discuter avec ses pairs, gérer les interactions entre features, c'est aussi toujours, c'est en général toujours là où le bas blesse. Imaginer les scénarios du pire pour essayer d'un peu de les classifier, de les ordonner. Tester, ça peut sembler être linéaire. Si je vous demande de tester 2 plus 3, ça fait 5. Je pense que tout le monde est capable d'écrire un test unitaire qui fait ça. Ben moi, si je vous demande de me tester 2 plus 3 égale 5 et que vous me sortez juste un test scripté, je ne vais pas être contente. Pourquoi je ne vais pas être contente? Parce qu'en fait, vous êtes trop concentré sur ce que vous avez en entrée et sur ce que vous avez en sortie. Vous ne prenez pas en compte le fait que vous êtes dans un système hyper complexe. Moi, je veux voir la mémoire, combien ça me prend de place en mémoire, est-ce que je peux, dans votre 2 plus 3 égale à 5, c'est peut-être un peu simple comme exemple, mais essayez d'avoir un peu plus d'imagination. Quel est l'état de la mémoire? Quel est l'état du CPU? Est-ce que 2 plus 3 égale à 5, ça va faire cramer mon CPU? Est-ce que ça va faire cramer ma zone mémoire? Est-ce que je vais voir des gros impacts sur, par exemple, ma notion de réseau, si c'est fait à distance, machin et tout? C'est au final super important, parce que 2 plus 3 égale à 5, c'est simple, d'accord? Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on lance des petits algorithmiques simples dans des systèmes extrêmement complexes. Et si vous voulez garantir que chez votre client, ça ne pète pas, il faut garantir que dans un vrai système qui a une vraie vie, ça ne pète pas. Donc ici, c'est vraiment le concept de l'iceberg. Une partie qui est simple, on fait juste l'attendu, le résultat, c'est cool, et ensuite on va tester tout ce qui est le reste. Et c'est là où vraiment on fait du test exploratoire, c'est là où vraiment on apprend à observer. Et c'est pas si simple, parce que moi je l'ai fait aussi, hein. Lancer des tests sans regarder exactement les logs du serveur, c'est une bêtise sans nom. C'est une bêtise sans nom parce qu'après on se retrouve avec 3 mois après on se retrouve avec un bug Jira, et en remontant, on se rend compte qu'on avait un test qui mettait bien dans les logs l'erreur, et qu'en fait comme c'était des trucs automatisés, personne n'a été voir les erreurs de log, et résultat on est passé à côté. Voilà. Donc en fait, observer, c'est pas juste le résultat, c'est vraiment tout regarder. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait le tout ne s'arrête jamais. Je peux vous citer la mémoire, je peux vous citer le CPU, je peux vous citer plein de trucs, mais en fait, il y a toujours des nouvelles idées. Il y a toujours des nouveaux trucs qu'on peut tester. Et c'est pour ça qu'en général, le truc le plus difficile à acquérir quand on fait du test observatoire, c'est vraiment l'observation. C'est d'arrêter de se dire, j'arrête de me concentrer sur mon résultat, et je me concentre vraiment sur le résultat et tout ce qu'il y a autour. Donc, je vais couper le son, je vais vous expliquer. Il faut trouver, voilà, ça le dit bien, combien de passes fait la team en blanc. Qui a la réponse? Qui a eu 13? Qui a vu quelque chose de bizarre sur cette vidéo? Qui a vu quelque chose de bizarre mais qui connaissait déjà le concept? Non, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissaient le concept. Qui connaissait? Voilà. Baissez les doigts tous ceux qui connaissaient le concept. Et qui a vu la truc bizarre et qui connaissait pas le concept? J'en ai 3, 4, 5, ouais, 10 quoi. Maximum, ouais, même moins que 10. Je suis généreuse en disant 10. Ça veut montrer quoi? Ça veut montrer quoi? Qu'on pense... Là, je vous ai demandé de compter les balles. Il y a un espèce d'ourson qui a fait un petit pas de danse au milieu. Et finalement, donc ceux qui connaissaient le concept ont rigolé, parce qu'effectivement, une fois qu'on connaît le concept, c'est facile. Et si vous regardez tout le monde, il y a tous ceux qui ont levé la main et qui ont compté 13, je suis sûre qu'il n'y en a aucun, ou presque, qui a vu l'ours. Parce que quand on est concentré sur quelque chose, on oublie le monde autour. Et c'est ça les tests exploratoires, c'est vraiment sortez-vous de vos habitudes de testeurs, de développeurs et autres, prenez du recul et allez-y. Et quand vous y allez, vous allez trouver des trucs sympas parfois. Donc ça, c'est le psychosociologue, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui a fait l'étude sur le mono-hacking bear, et qui explique ça en fait. Plus vous êtes concentré sur les aspects visuels, plutôt que sur la détection d'objets inattendus,
moins vous allez les détecter. Et c'est capital dans le test exploratoire parce que si vous regardez juste 2 plus 3 égale à 5, vous verrez jamais les fuites mémoire, vous verrez jamais les problèmes de CPU, vous verrez jamais le fait que ça fasse n'importe quoi en base de données, vous ne comprenez même pas pourquoi une opération fait un truc en base de données, tout ça vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que pour trouver des bugs vicieux, il faut être vicieux, et donc soyez vicieux, pour une fois qu'on peut. Voilà. Donc l'idée ici, c'est vraiment de creuser. D'accord? Oui, je mate beaucoup de séries. L'idée, c'est vraiment de creuser. Sortez-vous vraiment de vos petites habitudes, allez très loin. Par exemple, si vous voulez juste tester un logiciel, si vous voulez juste tester le login, dites pas, oui, juste c'est OK, j'ai mis mon login, mon password, j'ai eu Hello Toto en haut. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est, est-ce que mon utilisateur s'est logué, c'est bien? Est-ce qu'il a accès aux bons privilèges? Est-ce qu'il a le droit de voir les trucs de son voisin? Est-ce que si je commence à modifier des trucs dans les formulaires, les champs cachés, est-ce qu'il arrive à accéder aux données de son voisin? Si je m'éclate avec les cookies, qu'est-ce qui se passe? C'est rigolo ça, vous savez ce qui se passe dans vos sites quand vous modifiez les cookies à la main? Des fois c'est surprenant. Je vous conseille d'essayer. Et c'est pareil, faut toujours essayer de creuser, d'aller plus loin, de trouver des nouvelles variables, des nouveaux trucs à faire varier. Donc j'en ai cité quelques-unes, hein. La CPU, la mémoire, tout ça, elles sont assez faciles. Les logs, en général, on trouve plein de trucs dans ces logs. C'est toujours le bonheur d'aller fouiller dans ces logs. Il y a un bouquin sur le sujet des tests exploratoires, j'ai les références à la fin, donc par Elisabeth Hendrickson. Mais en fait, old school, hein, elle a un peu plus d'expérience, machin et tout. Elle bossait, il y avait les vieux disques. Vous savez, les disques qui grattaient un peu, là, on ne connaît plus avec nos SSD, mais voilà. Et elle s'est rendue compte d'un bug, parce qu'elle bossait chez elle le soir, seule à 2 h du matin. Je sais pas, j'aimerais pas avoir sa vie, mais bref, c'est un autre problème. Elle bossait, en fait, elle s'est rendue compte que son disque dur grattait. Et elle s'est dit, ça c'est chelou, je fais rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle s'est dit, bah, c'est quand même bizarre, machin et tout. Donc elle attend un peu, qu'elle explique ça dans le livre, elle regarde, machin et tout. Et en fait, elle a quand même réussi à trouver un vrai bug. Parce qu'il y a vraiment un truc qui écrivait alors qu'il ne devait pas écrire, et elle l'a résolu comment? Juste en écoutant. Bon, avec les SSD, c'est mort. Mais l'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est vraiment abstrayez-vous de tout ce que vous connaissez, oubliez ce que vous avez appris et trouvez des trucs. Donc tester, c'est de la visibilité du contrôle. Donc je l'ai déjà dit, mais il faut regarder ses empreintes mémoire, qui n'est pas Ops et qui connaît exactement comment fonctionne son application, son GC, son empreinte mémoire, les trafics réseau qui sont... Voilà. C'est des choses, en fait, qu'est-ce que vous faites le jour où vous avez un bug sur le sujet? Si vous n'avez pas de référence, si vous n'avez pas de référentiel. Comment est-ce qu'on peut détecter qu'une situation est anormale si on ne connaît pas ce qu'est la norme? Donc vous avez besoin en fait en permanence de connaître comment marche votre application, même si vous en aurez peut-être jamais besoin, déjà c'est très intéressant, mais outre ça, si un jour vous avez un bug, vous serez capable de dire waouh, entre ma V1 et ma V2, j'ai quand même 3 fois plus d'objets dans mon cache, c'est quand même chelou, je pense qu'il se passe un petit truc. Voilà. Et si ça, vous ne les utilisez pas en temps normal, vous ne les découvrirez pas, vous ne découvrirez pas les bugs parce que vous ne le savez même pas. Et quand votre client, ce qui est le pire, vous remontrera les bugs, vous ne saurez pas trop le quantifier parce que vous ne saurez pas de combien vous vous êtes éloigné de cette norme. Le truc qui est un peu pénible avec les tests et les tests exploratoires en général, c'est que ça finit jamais en fait. Moi, je sais pas. Donc, je faisais du cache distribué, on avait beaucoup de fonctionnalités, on avait des vieilles fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui avaient été réécrites, d'autres qui avaient été un peu supprimées, mais pas tout à fait. Le fait est, c'est qu'en fait, si vous cherchez, vous vous arrêtez jamais. En fait, à partir du moment où on commence à chercher, peut-être qu'on trouve rien. N'empêche que pour réussir à tout faire, on peut pas. Si vous avez 1000 fonctionnalités différentes, vous pouvez pas les tester toutes. Toutes individuellement, oui. En général, vous les avez scriptées, mais les interactions de toutes ensemble, c'est juste pas possible. Sachant qu'en plus, il y a des tests qui sont simples à faire, il y a des tests qui sont difficiles à faire. Si vous bossez dans des environnements de big data, si vous voulez avoir des jeux de tests qui sont cohérents, ça va être, je sais pas moi, mettre au moins une bonne dizaine de une bonne dizaine d'objets dans mon cache, et ça me prend un peu de temps, d'accord? Donc il y a des tests qui sont très coûteux et donc qui sont difficilement scriptables. Pour tout ça, en fait, il y a quasiment que l'exploration. Il n'y a quasiment que comme ça que vous allez pouvoir un peu les challenger. Et quand je dis jamais fini, c'est vraiment jamais. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit « ouais, je suis sûr de moi, ça marche, aucun bug », posez-vous toujours une question. Genre, c'est pas possible. Si la NASA a fait sauter des fusées, les mecs étaient compétents, les mecs étaient spécialistes du test, machin et tout. Tout le monde laisse passer des trucs, obligatoirement. Donc l'idée de jamais n'existe pas. C'est pour ça qu'on timebox. Parce que si on timebox pas, on va sortir du cadre et finalement on va perdre notre temps. Parce qu'on faut pas croire on peut ramener sur un système qui est très buggé, on va ramener des tonnes de bugs. Sur un système qui est assez stable, assez ancien, ça va être des bugs beaucoup plus vicieux, donc on va en ramener beaucoup moins.
Et le premier truc sur lequel on se base pour faire du test d'exploration, c'est les variables. Donc il y a les variables simples, genre j'ai un formulaire, un nom, un prénom, bon c'est bon, on va jouer un peu avec, mais ça ira. Il y a tout ce qui est plus subtil. Donc j'ai déjà dit mémoire, CPU, les champs cachés, les trucs CSS, je ne sais pas s'il y en a qui vont sur des sites de streaming. Nous, développeurs, avec un petit coup de Firebug, machin et tout, on fait sauter peut-être 80% des protections qu'ils ont mis en place. Finalement, jouer sur les trucs cachés derrière, vous pouvez trouver que finalement vous avez accédé à des trucs sur lesquels vous ne devriez pas avoir accès. Voilà. Et vous êtes bien intentionné, il y en a qui sont mal intentionnés. Donc il vaut mieux que ce soit vous qui le découvriez plutôt que quelqu'un de mal intentionné. Quelques petits fails de l'informatique. Donc ça, c'est Terac 25. Quelqu'un connaît? C'est un peu vieux, c'est années 80, je n'étais pas née. En fait, c'est ce qui s'est passé, donc je n'étais pas née, mais ce qu'on dit, c'est assez intéressant. En fait, les gens avaient un cancer et en fait, ils venaient de se faire traiter par radiation. L'appareil en question, on a tué certains, ce qui n'était pas le but premier. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, quand l'opérateur, juste pour vous montrer certains bugs mortels peuvent être vicieux, il fallait que l'opérateur se trompe entre proton et électron, qui rentre le nom, qui se rende compte qu'il s'est trompé, donc qui remonte et qui finisse son petit formulaire avec le nom du patient, machin et tout, et qui valide en moins de 8 secondes. D'accord ? Tout ça avait une importance. Si vous enviez un petit bout, vous n'aviez pas le bug. Si vous aviez tout ça, vous aviez le bug. Et le bug, c'était quoi? C'était que pendant genre 2 ou 3 secondes, il y avait la machine à radiation qui balançait à pleine puissance sur le mec qui était en face. Donc ça a mis beaucoup de temps, parce qu'au tout début, les labos ont dit oui, mais non, c'est pas nous, c'est quelque chose d'autre, on comprend pas, machin et tout. Ça a été un gros feuilleton judiciaire, ça a duré plusieurs années. Et donc, résultat, il y a eu des morts un peu éparpillées dans le temps, avant qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Voilà. Typiquement, un truc comme ça, à trouver avec un test scripté, enfin, si vous faites des tests scriptés comme ça, je ne vais pas aller chez le psy, ou je sais pas, mais il y a un problème. D'accord? Ça, c'est vraiment des tests qui sont pas naturels. Je sais pas comment on peut les qualifier, mais c'est vraiment pas naturel. Je vais aller un peu plus vite, mais ça, c'est l'overflow error. La fusée qui a éclaté parce qu'on est passé d'un 64 bits flottant à un 16 bits signé parce que c'était pas les mêmes types de données, et ils n'ont pas su gérer la vélocité horizontale et donc boum. Exemple point mortel ce coup-là. C'était la NASA, ça c'est Spirit, le petit robot qu'ils avaient envoyé sur Mars, et en fait en 2004 ils l'ont perdu. Je ne sais pas si vous aimez un peu le sujet, mais grosso modo il s'est mis à rebooter. Donc quand on envoie un robot sur Mars et qu'il passe son temps à rebooter, on est un peu dégoûté. Et en plus ça rime, donc. Le truc c'est qu'en fait, s'il avait plein de petits fichiers, en fait il créait plein de petits fichiers avec toutes ces analyses, et en fait c'était flushé vers la RAM, et il y a un moment où la RAM disait et il reboot. Voilà. Donc ils ont réussi à le récupérer, machin et tout, je pense qu'ils ont eu un peu chaud. Ça c'est des choses, si vous mettiez un gros fichier qui faisait la taille de tous les petits, vous n'avez pas le bug. Si vous mettez plein de petits qui font la taille critique, vous avez le bug. Voilà. Typiquement ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément détectables, parce qu'on peut penser que 15 mégas c'est 15 mégas quoi. Et donc si ça arrive à flusher 15 mégas, ça marchera qu'il y ait n petits fichiers ou un gros. Là c'est juste pour vous montrer que certains bugs sont vraiment difficiles à trouver, et il n'y a qu'en étant un peu inventif que vous allez réussir à les trouver. Et on les trouve. D'accord ? On trouve vraiment des bugs où on se dit vraiment waouh, c'est cool. J'aime bien trouver des bugs. Enfin, je préfère que ce soit moi que mon client en fait, mais voilà. Donc le point, donc maintenant on a vu qu'on avait des variables, que finalement on n'avait pas que des variables faciles, on avait vraiment plein de variables. On les a identifiées, comment est-ce qu'on les fait varier? Je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, il y a des sheets, désolée je suis nulle en anglais, des sheets, je ne vais pas y arriver. Bref, sur internet, il y a toutes les heuristiques, d'accord? Typiquement, dès que vous avez un chiffre, vous pouvez compter, genre typiquement le nombre d'adresses d'un utilisateur, vous allez ici avec 0, il n'a pas d'adresse, il a une adresse, il a plein d'adresses. Dès que vous avez de la pagination ou autre, vous allez essayer des trucs très grands, des trucs très petits, des trucs juste bien. Le trop. Vous allez juste dire aujourd'hui je veux faire du trop. Alors je vais te mettre trop de requêtes, je vais te mettre trop d'accès concurrents, je vais te mettre trop de fichiers dans ton file system. Voilà, c'est le jour du trop. Des fois, pas assez. Bon, t'as plus assez d'espace disque, je t'enlève, t'as un cluster de 40, bah je te mets plus que 5 nœuds. On va voir comment tu te démerdes. Voilà. 0, ça marche bien. Il y avait un bug qui avait été remonté parce que donc c'était un petit site machin et tout, donc on proposait de se loguer avec Facebook machin et tout. Ça plantait en fait si le mec avait 0 amis.
Parce que personne n'avait pensé qu'un mec pourrait avoir 0 amis. Tous ceux qui ont testé avaient des amis. Malheureusement, il y en a un qui n'en avait pas. Et donc l'utilisateur final, je pense qu'ils lui ont pas dit ça. Ils lui ont pas dit non, mais t'as pas accès à la feature, c'est parce que t'as pas d'amis. Je pense qu'ils ont été un peu plus soft. Mais l'idée, le 0, vraiment le 0, c'est clé en fait. Essayez de faire des trucs avec 0. C'est vrai que, enfin voilà. C'est des choses vraiment, vous faites en sorte de réapprendre, hein, voilà, les communications sociales. Ben, y en a qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'amis, et il faut quand même les prendre en compte. Un peu plus rigolo, donc il y en a plein d'autres, hein, des heuristiques, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a plein. Il y en a quelques-unes sur les fichiers notamment. Donc imaginez-vous, là demain vous faites Word, d'accord? Vous pouvez importer un fichier, vous pouvez en enregistrer un. Vous allez tester quoi comme type de fichier? On va dire un fichier très très long avec une chaîne de caractères de plus de 255 caractères. Un truc avec espace, ça marche bien sur les vieux logiciels. Sur les très vieux logiciels, en général, dès qu'il y a un espace dans le pass, il est un peu perdu. Vous allez, par exemple, tester, vous allez être plus pervers que ça. Qu'est-ce qui se passe si je donne un fichier qui n'existe pas? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un fichier qui est corrompu, qui est protégé, qui est loqué? Vous allez essayer de voir, voilà, la vraie vie, parce que si on essaie d'ouvrir un fichier loqué et que ça fait planter Word, il y a un problème, d'accord? Il doit dégager en disant je veux pas ton fichier, il est pourri, mais on ne doit pas planter, en fait. Et c'est ça l'idée, d'essayer tous les trucs qui peuvent faire en sorte que ce soit des situations pas normales, d'essayer de voir je plante pas, je crache, gentiment, pas gentiment, qu'est-ce que j'affiche à l'utilisateur, ce genre de trucs. Donc là, c'est un peu tous les trucs qui peuvent exister, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et c'est pareil, en fait, sur les chaînes de caractères. En fait, on a de la chance, comme on est français, on a les apostrophes, on a les accents, mais il y a des pays qui n'ont pas ces réflexes avec les apostrophes et les accents. Et je ne sais pas si vous êtes déjà baladé un peu à l'étranger, des fois c'est un peu pénible, donc déjà vous perdez votre accent, vous l'oubliez. Moi j'ai eu des problèmes aussi je suis dans un mini-village, on est 3 villes pour trois villages pour le même code postal. Et aux États-Unis, quand j'ai voulu payer mon passage sur le Golden Bridge, j'ai pas pu parce qu'en fait, ils proposaient juste un code postal et juste la première ville. Ils proposaient pas les deux autres parce qu'ils n'étaient pas habitués, je pense, à avoir ou quand ils ont fait leur test, ils ont peut-être testé avec 1 ou 2 adresses postales françaises. Ils n'avaient pas le cas, qui est quand même pas hyper courant, où il y a plusieurs villes pour un même code postal. Voilà. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Il y a aussi des trucs sympas. Ça, c'est Excel 2007. Alors, Excel 2007 a pas mal de bugs, c'est assez intéressant. Donc ça c'est la bonne remarque. Donc si vous faites ça aujourd'hui dans Excel, ça marche. Et dans Excel 2007, ça fait tada, ce qui est un peu con pour un tableur quand même. Parce que je peux pas être. Si c'est mon salaire, moi je veux bien, pas de problème. D'autres choses, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des bugs avec les calculs à virgule flottante dans Excel 2007. Il y en a un certain nombre. Voilà, il y en a même pas qu'un seul. Voilà. Typiquement, ce genre de truc. C'est pas normal que ça passe en production, quoi. Pas pour un tableur. Il y a aussi un problème, ils ont un problème aussi, je crois, quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses dans Excel 2007. Si vous en mettez 2 niveaux de parenthèses, ça va. Si vous en mettez un 3e, ça marche plus. Vous n'avez plus exactement le même résultat. Alors, c'est des toutes petites fractions de différence, mais potentiellement, vous utilisez un tableur, c'est pour avoir des résultats qui soient le plus corrects possible. Ça, c'est un autre exemple sur les formats. Ça, c'est juste, j'ai chopé ça sur Wikipédia, c'est tous les formats allemands de téléphone. Voilà. Donc soyez inventifs. Il n'y a pas qu'un seul format. Nous, c'est vrai qu'on est habitués, nous, c'est assez normé, mais ce n'est pas le cas en fait de tous les pays. Donc c'est pareil, des sites qui vous obligent à avoir un numéro de téléphone sans la possibilité de mettre un indicateur international parce qu'ils ont décrété qu'un numéro de téléphone français c'était 10 chiffres. Enfin, tu as le droit d'être allemand, de venir en France et quand même d'utiliser le service que ta startup elle vend. Donc voilà, donc on a vu qu'on savait définir des variables, on savait les faire varier. Ok, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du résultat. Parce que c'est bien beau, faire varier des trucs, il faut savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Et c'est la grosse question, en fait. Comment je peux garantir que ce que j'ai, c'est correct, c'est une anomalie, ou c'est un truc bizarre dont on ne sait pas exactement ce que ça fait, qu'on n'arrive pas à classifier? Des fois, ça va être des questions un peu bêtes, genre, est-ce que c'est normal que je puisse pas bookmarker ma page? Voilà. Parce que c'est normal, c'est pas normal, franchement, je sais pas trop, je ferai un site d'e-commerce, je pense pas qu'en tant que développeur, j'irais jusqu'à penser au truc de bookmark, parce que c'est un truc qu'on oublie en général. On ne sait pas trop. Les vrais challenges au niveau des résultats, c'est dès que vous avez des probas, dès que vous avez de l'aléatoire. Sauf que moi, dans le cache distribué, des fois, on évite la manière dont on dégage les éléments du cache. Il y a une partie de proba. C'est hyper compliqué, parce que résultat, si je n'ai pas l'élément, ça peut être un bug, mais ça peut être normal, parce que ça peut juste être pas de bol, la proba et le truc à dégager. Donc ça peut être compliqué.
Donc je vais passer vite parce que je pense pas que tout le monde a des problèmes d'aléatoire, mais tout ce qui peut être basé sur le machine learning et d'autres algos de ce type-là, potentiellement en faisant varier un tout petit peu les données, ça peut donner des résultats assez différents. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué à tester que le reste. En général, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on vérifie qu'est-ce qui marche jamais, qu'est-ce qui marche toujours. Qu'est-ce qui doit toujours marcher votre logiciel. À partir du moment où vous avez un truc qui fait cracher le logiciel ou votre serveur, bon, déjà vous savez que vous avez gagné. Ça, c'est assez simple. Et les trucs qui marchent toujours, je dois toujours pouvoir, je sais pas si je bosse chez Accor, je dois toujours pouvoir chercher un hôtel et réserver. Toujours. J'ai envie de dire le reste du monde. Il peut se passer des briques qui déconnent un peu. Par contre, ces deux fonctionnalités-là, si j'arrive à les faire planter, c'est que c'est bon, j'ai un bug et j'ai un bug qui est tout de suite critique. On va faire aussi des approximations ou des intervalles. Typiquement, si vous êtes sur du calcul mathématique, je ne sais pas moi, si vous faites la vitesse des trains, des simulations de vitesse de train, parce que vous bossez chez Thales ou autre, vous allez savoir qu'à partir du moment où vous arrivez à faire une simulation où le train va plus vite que la lumière, voilà. Et pareil, si le train il a une vitesse négative, potentiellement il y a un truc, vous pouvez déjà dire tout de suite qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Et autrement, s'il y a vraiment du vrai aléatoire, vous faites des tirages, vous faites comme à la fac, vous faites 15 000 tirages pour voir si votre dé il a une distribution à peu près uniforme. Si vous voyez que sur 20 000 tirages, il y a eu 70% de fois le chiffre 3 qui est sorti, c'est pareil, là vous n'avez pas besoin de creuser, vous savez que vous avez un truc, vous savez que votre modèle mathématique il n'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est pour les trucs qui sont plus généraux, donc pas que sur l'aléatoire. En fait, ce qu'on vérifie toujours, c'est est-ce que toutes les fonctionnalités du corps marchent. Tout ce qui est critique doit toujours marcher. Vous allez regarder est-ce que c'est scalable? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce qu'il y a un bon feedback utilisateur? Est-ce que vous avez plaisir à utiliser le truc ou vous trouvez que c'est pourri? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le login est en bas et le mot de passe en haut, par exemple, des trucs qui sont un peu bizarres? Tout ça, tout ce qui est la conformité, la disponibilité, tout ça, vous allez le tester. Vous allez aussi tester tous les standards. Et faites le test, baladez-vous une petite heure sur un temps long, mais 15 minutes, et chopez Firebug, surfez un peu sur Internet et regardez le nombre d'erreurs JS, le nombre de trucs incorrects en CSS qu'il y a. C'est juste pas normal, en fait. C'est juste pas normal. Enfin, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Enfin, pas compliqué. Je vais pas dire que notre métier est simple non plus, hein, mais... sur un flux normal d'aller sur le site du Monde, d'aller sur des sites d'infos, machin et tout, et de se récolter des erreurs JS, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. D'accord. Tout ce qui est pareil, les codes HTTP. Les codes HTTP, s'il y a un 301, un 302, un 303, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc c'est pareil, tout ça, c'est des genres de trucs. Scripter, ça rentre pas très bien. Par contre, pensez-y. Est-ce que ma page, elle respecte toutes les normes? Vous allez faire votre journée norme, vous allez regarder, est-ce que je respecte voilà, mes codes HTTP, est-ce que je respecte mes erreurs JS, est-ce que je respecte tout ce qui est l'UX? Parce que, par exemple, si vous faites du mobile sur Android, ça va être présenté un peu différemment normalement que sur iPhone. Est-ce que vous respectez bien tous les standards pour ne pas perdre vos utilisateurs? Voilà, tout ça, ça rentre pas vraiment dans le test scripté. Par contre, dans le test exploratoire qui est beaucoup plus éloigné, c'est là où vous allez en fait les avoir. Donc ça, c'est toutes les normes. Moi, je suis encore choquée. Vous faites une fonctionnalité de mail perdu, de mot de passe perdu. D'accord, tout le monde a le petit lien, j'ai oublié mon mot de passe, on clique dessus, on met son mail, on reçoit un mail, et là on a un mot de passe en clair. Non. Ok, je veux bien croire que fonctionnellement ça marche. J'ai eu un problème, on m'a donné une solution, j'ai récupéré un mot de passe. Par contre, ça marche pas, pourquoi? Parce que les normes d'usage, c'est pourri. Et ça, d'un point de vue utilisateur, pour moi, c'est bloquant. En général, dans les 10 minutes, j'ai résilié mon compte. Et je pense que je suis pas la seule. Voilà. Et il y a plein de petites normes comme ça. Elles sont un peu oubliées, souvent, et il faut qu'à un moment, quelqu'un se prenne la tête d'essayer de vérifier que tout, pour l'utilisateur final, est pas mal, est bien fait, et ça doit contredire aucun standard, aucune norme d'usage. Donc on a vu qu'il fallait réussir à identifier les variables, il fallait les faire varier. Donc on pouvait essayer des heuristiques ou des valeurs limites, essayer de faire des choses exceptionnelles ou autres. Et l'aléatoire, toujours compliqué. Les meilleurs challenges, c'est quand c'est l'aléatoire, parce que là, ça devient plus compliqué de savoir si oui ou non on a la bonne réponse. Donc c'est plus compliqué à définir. Mais c'est pas tout en fait. Si vous partez juste avec ça, vous serez efficace, mais pas hyper efficace. Et moi, j'ai envie que vous soyez hyper efficace. En fait, on va essayer de faire varier nos tests. D'accord? Parce que si vous testez toujours pareil, vous allez trouver toujours le même type de bug. Sauf que là, les bugs qu'on essaye de monter, c'est des bugs qui sont vraiment très divers. D'accord. Donc en fait, on va essayer de faire varier les dimensions. D'accord.
Le premier moyen, donc pour découvrir des problèmes vraiment, parce que quand on code, c'est ça, je pense que tout le monde a eu l'expérience. Vous avez un junior sur le projet, il arrive, il teste un truc, ça marche pas, alors que vous êtes 20, ça fait 2 ans que vous êtes sur le projet, vous connaissez bien votre projet et vous l'avez jamais vu comme ça arrive. Pourquoi? Parce que lui, il part genre en mode frais, en mode machin et tout, il n'a pas vos automatismes. Vous avez des automatismes. On utilise en général, regardez les jeux de test que vous utilisez. En général, c'est pénible d'avoir des nouveaux jeux de test, donc en général, on essaie de tourner avec les mêmes. Bon, bah, typiquement, là, c'est pas le cas en test exploratoire. Si vous prenez les mêmes jeux de données, bah, vous allez passer à côté de plein de trucs. Donc, le premier point, c'est vraiment d'essayer de casser ces habitudes. Prenez un crayon, un papier, et notez tous les jeux de test que vous utilisez. Vous allez voir qu'en fait, finalement, il n'y a pas énormément de variations. Les bugs que vous allez avoir, c'est uniquement en test exploratoire, enfin pas exclusivement, mais quand même très important, sur casser ces habitudes. Vous créez un utilisateur de telle manière, changez-le. Vous utilisez un utilisateur simple, changez l'utilisateur, changez sa vie, changez son numéro de téléphone, rajoutez-lui, mettez quelqu'un d'asiatique avec des caractères accentués, mettez un suédois, mettez un allemand, n'importe quoi, mais cassez vos habitudes. Les bugs sont tellement, c'est pas des bugs simples qu'on va essayer de chercher, d'accord? C'est pas juste la fonctionnalité marche pas. J'espère que vous avez la fonctionnalité qui marche pas. J'espère que vous avez des tests scriptés pour voir que la fonctionnalité marche pas. Là, c'est vraiment des choses beaucoup plus complexes. Et comme il faut être beaucoup plus complexe, il faut être inventif. Et donc inventez des trucs, inventez-vous des jeux de données, inventez-vous des cas bizarres. Quelque chose qui est assez flagrant, c'est il y a des gens qui testent uniquement en utilisant la souris les sites web. Et il y a des gens qui n'utilisent que le clavier et la tabulation. Et je pense que vous avez déjà tous eu, en essayant de naviguer au clavier sur un formulaire, des choses un peu bizarres. Genre, vous appuyez sur le suivant et hop, vous remontez. Ben ça, c'est parce que tous les gens qui ont testé le truc, c'était des gens qui testaient avec la souris. Sauf que voilà, il faut être ouvert. Donc il n'y a pas qu'un seul moyen de tester un site web. Vous avez un clavier, vous avez une souris, vous avez 2 moyens de faire une action. J'appuie sur une touche, j'utilise une souris. Testez les deux. D'accord? Et ça, c'est important. Et c'est pas grand-chose, mais niveau expérience utilisateur, c'est pénible. Et ça fait pas pro. Ça fait juste pas pro. L'autre point qui est important, c'est d'utiliser des personas. Moi, je suis quelqu'un, ça se sent, d'assez nerveux. J'ai tendance à surcliquer. Des fois, je trouve des trucs, c'est juste... waouh. J'utilise énormément de bookmarks. Moi, avoir 50 onglets, j'utilise énormément des onglets. Pour moi, avoir 50 ou 70 onglets, c'est juste mon quotidien. Et par exemple, il y a un grand site de vente en ligne. Quand je faisais à l'époque mes courses dessus, comme je fonctionnais qu'avec des onglets, il me squeezait à chaque fois une partie de mon panier. Et genre, la première fois, je m'en suis pas rendu compte. Je me suis dit, c'est chelou, j'avais acheté plein de trucs, j'ai que ça, c'est bizarre. Et la deuxième fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens d'acheter ce truc-là, pourquoi il a disparu de mon panier? Et j'ai regardé. Et en fait, le fait que je lançais plein de bookmarks, donc je sais pas ce qui se passait derrière, je n'avais pas accès au code, mais à un moment, il perdait une partie de mon panier. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont testé le site devaient l'avoir testé juste dans une fenêtre, ou accessoirement dans 2, mais pas dans 50. Et moi, je vous assure qu'à 50, ça marchait pas. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire ça. Typiquement, il y a des gens qui vont utiliser en permanence les boutons avant et arrière des navigateurs. D'accord? Vous faites un parcours de vente en ligne et ils vont aller dans un sens, ils vont aller dans l'autre, ils vont aller dans un sens et dans un autre. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'ajoutez pas des produits en double, que vous en perdez pas? Ce genre de truc, finalement, c'est assez rigolo. Donc essayez de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais être très cool, très zen, je vais utiliser juste ma souris, juste mon bouton arrière, machin tout. Aujourd'hui, vous allez dire, ouais, je suis excitée de la vie, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe si j'appuie un peu sur tout, si je clique très très vite. Est-ce qu'en cliquant très très vite, je vais mettre combien de fois l'item dans mon panier? D'expérience, quand on clique très vite, des fois on a des surprises. Voilà. Donc essayez un peu de malmener un peu vos sites de manière un peu agressive au niveau de la façon dont vous cliquez un peu partout, parce que vous vous énervez parce qu'à la seconde même, il n'y a pas un feedback. C'est assez rigolo. Il y a d'autres trucs qui sont sympas à faire, c'est les diagrammes d'état et transition. Donc c'est un vrai truc, je peux pas en parler pendant 5 minutes, mais grosso modo, prenez votre téléphone, essayez de définir ses états. Il est allumé, il est en veille, il est en appel, il est en cours de configuration. Et les boutons sur lesquels vous allez appuyer. Donc il y a le bouton central, le bouton menu, le bouton back, ou pas si vous êtes sur iPhone. Voilà. Et vous essayez de regarder un peu comment ça marche. D'accord? Est-ce que vous savez ce que vous savez pas? Par exemple, prenez votre réveil. Est-ce que vous savez ce que ça fait si vous appuyez si vous montez la radio en même temps et vous appuyez sur 2 boutons en même temps? Est-ce que vous savez? Non. Donc testez-le. Regardez si ça marche pas. Si vous arrivez à faire un reboot de votre réveil, vous avez un problème. Si tout se passe à peu près bien, c'est bon, vous passez à l'étape d'après. Un autre jeu que j'aime bien, c'est le jeu des what if. Donc,
J'ai une imagination un peu débordante. Et vraiment, dans les systèmes un peu compliqués, à chaque fois, vous allez dire ah, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai mon network qui est débranché, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un débranche la prise. Qu'est-ce qui se passe si c'était au moment où je mettais un élément dans mon cache? Qu'est-ce qui se passe si c'était au moment où je mettais un élément dans mon cache qui était transactionnel? Est-ce que quand je le rebranche, est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'il est pas bien là? Je trouve que ça sera différent s'il est transactionnel ou non. Qu'est-ce qui se passe si j'ai encore quelqu'un qui débranche, mais en même temps, quelqu'un qui est en train de faire une indexation? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un débranche longtemps et donc je me retrouve avec un split brain et machin et tout? Voilà, vous y allez. Vous y allez gaiement. Il y a plein de trucs, en fait, finalement, on ne sait pas trop comment ça marche. Et donc, allez-y, demandez-vous. Et si je fais ça? 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 Faites ça pendant 2 heures. Je ne sais pas où vous allez arriver. Ça se trouve nulle part. Ça se trouve, vous allez trouver des trucs au passage. Parce que vous allez vous être laissé... vous allez avoir laissé libre cours à votre créativité. Et en général, on sait... Enfin, je sais pas, on sait où est-ce qu'il faut chercher en général, plus ou moins quand même. Donc, avec des what if, vous allez... naturellement, vous allez naturellement vous diriger là où il faut. Je dis pas que ça marche 100% du temps, mais ça fait partie des jeux qui sont sympas. L'autre jeu que j'adore, crash test. Voilà, vous vous asseyez le matin et vous dire aujourd'hui je te fais crasher. Prenez n'importe quelle base Cassandra, MongoDB, tout, amusez-vous. Amusez-vous à la faire crasher et à regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce qui est marqué dans la doc c'est toujours vrai? Non, c'est pas vrai. Pas toujours, d'accord? Donc amusez-vous vraiment à malmener aussi votre logiciel, ça fait partie de l'exploration, de se dire bah, voilà, aujourd'hui je vais me mettre là et je vais essayer de le cracher. Je vais essayer de faire en sorte que ça crache de la manière la plus mauvaise possible. Et ça c'est très important. Et ces petits jeux-là, c'est juste des pistes pour vous aiguiller un petit peu. Il y en a plein, créez-vous vos propres jeux, des trucs qui vous intéressent. Parce que rester 3 heures sur du test, purement du test, ça peut être un peu pénible. Si vous arrivez à le gamifier, à trouver des trucs qui vous donnent un peu de, je sais pas, des bonbons ou des trucs, des récompenses, machin, tout, essayez de gamifier le truc. Parce que typiquement, les grosses phases de test, enfin, moi, en tant que dev, j'aime pas et je suis sûre que je suis pas la seule à pas être phase. Enfin, si mon manager me dit aujourd'hui, tu vas passer 1 semaine à tester le truc, je vais le faire, mais je vais pas être hyper heureuse. Donc, essayez de gamifier, d'utiliser d'autres techniques pour rendre le truc sexy et intéressant. Parce que si vous partez en disant, ouais, ça me saoule, machin et tout, vous trouverez rien. Vous trouverez que si vous arrivez vraiment à vous intéresser à ce que vous faites et si vous êtes créatif. Si vous vous ennuyez, vous ne pouvez pas être créatif. C'est 2 modes qui sont complètement différents. Donc si vous voulez être créatif, il faut avoir un intérêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas des sessions trop grandes ni trop fréquentes. Mais c'est super important. Voilà, donc on a vu que ajouter des dimensions, c'était super important parce que si on teste toujours pareil, on trouve toujours les mêmes bugs et finalement ça ne sert pas à... Je dirais pas à grand chose parce que vous allez quand même en trouver, mais vous êtes quand même vachement moins efficace. Et après, il y a plein d'autres choses à voir. Les diagrammes d'état, les tables d'état, les diagrammes de séquence, les modélisations et tout pour vous aider un peu plus, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Donc, on a vu juste une bonne partie de ce qu'était le test exploratoire. Je vous encourage à essayer ça lundi. Ce qui est bon à savoir, c'est que faut vraiment garder à l'esprit que plus c'est scripté, plus c'est unitaire, plus c'est facile à reproduire. Mais que les vrais vieux bugs tout pourris qui n'arrivent qu'une fois, qu'un seul client, qui a une topologie de cache ou une topologie bien particulière, ils sont compliqués à découvrir. Ils sont compliqués à découvrir parce qu'on ne sait pas. Et la mer est immense. Et donc, il faut avoir une partie de chance, mais il ne faut pas partir n'importe comment. D'accord ? Vous ne pouvez pas se dire, aujourd'hui, je vais tester toute la sécurité de mon site, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, il faut vraiment essayer de s'organiser pour être le plus efficace possible. Donc ça, c'est le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si le sujet vous intéresse, c'est... En fait, il est court et il fait le tour du sujet. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur Internet, pas beaucoup de bonnes ressources sur Internet, mais ce bouquin est très bien. Je vais répondre à vos questions. Si vous en avez, je vous remercie. Merci, c'était très intéressant. Comment, je me demande, quand est-ce que tu déclenches en fait ces tests d'exploration? Parce que tu dis que tu les planifies pas. Est-ce que c'est au feeling? Tiens, aujourd'hui, cet après-midi, je me fais des tests d'exploration. Est-ce que vous avez des intervalles réguliers à chaque fin de sprint, toutes les 5 fonctionnalités, etc.? Non. En fait, le problème des tests d'exploration, c'est que souvent, il faut les faire assez tard, en fait, parce qu'il faut que tu bases sur une feature qui est quasiment finie. Alors, si tu les fais trop tôt, tu vas trouver des bugs parce que les trucs sont pas implémentés, donc en fait tu vas juste perdre ton temps et on va juste te dire ouais mais c'est normal parce qu'il n'a pas encore fini ce qu'il fallait et il y a une interdépendance. Donc ça c'est pas bon. Donc en général tu les fais plutôt à la fin.
mais pas trop à la fin non plus. Parce que si tout le monde teste à la fin, je pense que tout le monde est conscient que plus on trouve le bug à la fin, plus c'est coûteux, parce qu'il faut refaire toutes les phases de test d'avant avant de pouvoir garantir qu'il est fixé. Donc c'est à la fin, mais pas tout à fait à la fin. Et est-ce que c'est planifié? Oui. En général, tu prévois des slots de planification et tu fais attention à ce que tes tâches prioritaires, parce qu'on a tous des tâches super prioritaires avec tous des super priorités qui arrivent comme ça un matin, fassent pas sauter les tests d'exploration. C'est surtout ça le plus compliqué en fait. C'est d'essayer de faire comprendre que ce temps-là, il est bien investi. Petite question par rapport à tout ce qui est outillage. Tu as évoqué principalement de la prise de notes pour les tests exploratoires. Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'il y a des outillages qui vont permettre soit de filmer l'écran pour avoir un suivi utilisateur, un enregistrement de la JVM, ce genre de choses? Ouais. Alors il y a des outils qui permettent d'enregistrer effectivement l'écran. Moi, il y en a qui adhèrent, moi ça colle pas en fait, ça me plaît pas, je préfère prendre des notes. Je suis un peu old school, mais juste la vidéo, enfin me retaper la vidéo 3 fois, donc je préfère avoir mon petit cahier avec mon crayon, ça marche bien. Il n'y a pas trop d'outillage. Faut vraiment s'imaginer dans la pampa avec son couteau, quoi. Soit on se fait ses propres outillages, soit aussi on va utiliser un wiki pour partager les infos, mais c'est classique, quoi. Est-ce que tu conseilles d'historiser les explorations que tu as fait pour pas, Ouais. Et si oui, comment? En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu peux pas tout historiser parce que tu peux pas. Enfin, le problème d'avoir une base de données, c'est qu'elle soit utile, d'accord? Si tu mets exactement tous les chemins vers lesquels tu es passé, c'est pas très intéressant. Si tu mets toutes les questions auxquelles tu as essayé de répondre, c'est déjà vachement plus intéressant. Et donc, en mixant les questions que tu t'es posées quand tu as fait ton exploration, plus les petites fiches qui disent grosso modo où est-ce que tu as été pendant cette session de 3 heures, c'est déjà pas mal pour pas aller 2 fois au même endroit. Après, aller 2 fois au même endroit, c'est pas forcément non plus la catastrophe parce que tu vas pas au même moment, tu vas pas avec les mêmes choses en tête, parce que tu es toujours sur ta feuille de route, donc normalement tu as toujours quelque chose d'un petit peu différent en tête. Donc c'est pas très grave, tu peux quand même trouver des choses. Mais c'est vrai qu'en général, t'évites parce qu'il y a tellement de choses à explorer que t'évites de faire d'autres trucs qui sont très très proches. C'est la dernière. Alors peut-être tu l'as dit, j'ai pas bien compris. C'est mal parti. Tu découvres des trucs complètement pifométriques, tu n'aurais pas pu tomber dessus avec une approche systématique. Est-ce qu'il y a un moment où ça te fait dire, ok, là on a vu qu'il y avait un bug, j'ai élevé un truc, j'ai élevé un loup, on va, pour la suite, ce sera important d'avoir des tests automatisés dessus? Ah, toujours. En fait, dès que tu trouves un bug, mais n'importe quel bug, n'importe quel client te monte un Jira, même si c'est un client qui te monte un Jira, en donnant un gros paquet de données sur 3 heures de log, toi, ton premier boulot, c'est d'essayer de diminuer petit à petit pour essayer de trouver le problème réel. D'accord? Et une fois que tu l'as trouvé, ce problème réel, forcément, tu vas faire des tests scriptés dessus. Mais ça, je veux dire, c'est un concept de test général. Tu pars sur gros, c'est compliqué. Moi, tu vois, genre, je sais pas, moi, un client qui me remonte un problème sur 5 ou 10 nœuds. Je vais peut-être commencer avec les 5 ou 10 nœuds. Mon but du jeu, à la fin, c'est d'arriver à un problème rejouable avec un nœud. Donc, je vais aller petit à petit. Et comme ça, après, je vais effectivement... Enfin, chaque bug trouvé doit être couvert par ensuite des tests scriptés. Ça, c'est sûr. Je vous remercie.